Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de votre émission L'Info Crible où nous discutons de l'actualité de la présidentielle prochaine. Le processus électoral a été lancé ce 11 janvier 2021 par la Commission électorale nationale autonome CELA à partir de ce lundi 1er février au jeudi 4. La Sénat recevra les déclarations de candidature. Toutefois, jusqu'à ce jour, nous n'avons encore eu que 2 déclarations de candidature. Il s'agit notamment du président sortant Patrice Talon, qui est propulsé par le bloc républicain, et sa colistière Mariama Diarra, désignée par le deuxième parti de la mouvance présidentielle, l'Union progressiste. Du côté de l'opposition, nous avons les FCBE qui ont également rendu public leur candidat. Il s'agit des anciens ministres de Boniaï, Alassane Soumanou comme président et Paul Roubet, vice-président. Du côté des démocrates qui ont également manifesté le désir de prendre part aux élections, aucune déclaration officielle de candidature n'a encore été faite. Pour passer au crible toute cette actualité, je suis avec un confrère, Bernardin Patigbo. Vous êtes journaliste et consultant politique. Merci d'être avec nous. C'est moi. Alors, M. Patigbo, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a choisi une femme, ou bien c'est l'Union progressiste qui a choisi une femme comme vice-présidente. Il s'agit de l'honorable Mariama Diarra. Qu'est-ce qui peut expliquer ce choix d'après vous? L'Union progressiste n'a pas choisi une femme. L'Union progressiste a proposé une femme, Patrice Talon, au poste de vice-présidente pour qu'elle accompagne lors des élections prochaines. Donc je pense quand même que c'est une femme, c'est une matière grise parce qu'elle est professeure de philosophie, elle est inspectrice de l'enseignement secondaire, elle a fait ses premières armes en tant que remplaçante, en politique plutôt, elle a fait ses premières armes en tant que remplaçante de Saka Lafia, le ministre Saka Lafia à l'Assemblée. C'est quand même une femme qui est inconnue du monde politique béninois à l'heure actuelle et qui n'a pas une certaine notoriété comme Célestine Zanou ou comme Maïs Beto. Mais vu son profil, vu sa carte de visite, c'est quand même une femme discrète, une philosophe, une matière grise et je pense que sa nomination aussi répond à des critiques, c'est-à-dire sa nomination vise à effacer des critiques qui sont formulées souvent à l'endroit du président Patrice Talon, que d'aucuns taguent le président ne faisant pas assez la promotion des femmes, parce que dans son gouvernement, lors de ces 2 derniers remaniements ministériels, il y a très peu d'entrées de femmes dans son gouvernement. Donc je pense qu'avec la nomination de Mme Diarra, il y a une promotion que M. Patrice Talon fait pour la jeune féminine. Et c'est aussi une façon de glaner aussi des suffrages dans le Nord Bénin, parce qu'on sait que dans tout le Bénin d'ailleurs, c'est pour les enfants du terroir qu'on vote. Donc Mme Diarra étant une ressortissante du Borgo, donc je pense quand même que lors des élections législatives, lors des élections présidentielles, Patrice Talon pourra glaner un peu des suffrages dans le Borgo, qui n'est réellement pas acquis à ces 2 grands blocs. Je veux citer le bloc républicain et l'Union progressiste, vu que lors des dernières législatives, ça n'a vraiment pas été une sinecure pour eux. Ils ont eu vraiment des difficultés à vaincre les forces béninoises, qui ont d'ailleurs pris la mairie, mais par la force des choses, la mairie est revenue aux gens du gouvernement au parti du gouvernement. Mais tu es titulaire par rapport, ce n'est pas un fief, ce n'est pas la chasse carrière de la mouvance. Donc je pense quand même que c'est stratégique, une nomination stratégique qui répond à l'équilibre régional. Pensez-vous que la dame soit à la hauteur de son poste? On le dit souvent que c'est à l'heure qu'on reconnaît l'artisan. Il ne faudrait pas, je dirais plutôt l'artisane, il ne faudrait pas qu'on la sous-estime. D'abord, c'est une femme de défi, elle voit tous les problèmes comme un défi. Donc je pense que rien ne l'effraiera. D'ailleurs, son poste n'est pas un poste où elle sera au four et au moulin. Le poste de vice-président créé par la dernière constitution modifiée n'est pas un poste
où vraiment il y a beaucoup de travail à faire. Elle sera juste la vice-présidente. En attendant que malheur arrive, c'est quand le président meurt, décède ou bien le président démissionne qu'elle prendra sa place. Elle va aussi officier comme présidente, chancelière de l'ordre national du Bénin. Je pense que ce ne sont pas des fonctions qui la dépassent. Et voilà quoi, je pense quand même qu'elle est à sa place. D'accord. Et contrairement à la mouvance présidentielle où les candidatures ont fait l'unanimité, tel n'est pas le cas chez les PORI. La façon dont les candidats ont été désignés n'a pas été du tout de tous les partisans, dont le deuxième secrétaire exécutif national, Théophile Yarou, qui se montre réticent face à une participation du parti aux élections dans les conditions actuelles. Est-ce l'heure de se montrer réticent alors que tout semble déjà joué? Il n'est jamais tard pour se montrer réticent. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, excusez-moi, quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on a le droit de le dire. Et il n'est pas le seul. Je pense qu'il doit être 6 ou 7 comme ça, de ne pas être pour le processus de nomination du ticket présidentiel, c'est-à-dire de Hassan Soumanou et de Paul Robert. Je pense quand même qu'ils sont dans leur droit parce qu'ils disent que les tests n'ont pas été respectés. Il fallait d'abord mettre en place un comité ad hoc 6 mois avant les élections et c'est à ce comité ad hoc là que revient la charge de déterminer les critères de désignation du ticket présidentiel, ce qui n'a pas été fait. Ils ont aussi souligné le fait que c'est au parti d'aller négocier les parrainages, mais pas à une seule personne. Ce qui déplore aussi, il déplore le fait que ce soit Soumanou Djemba, si je ne me trompe, qui soit allé négocier les parrainages, ce qu'il a placé d'office en premier plan sur le ticket présidentiel. Donc je pense que Théophile Yarou, il est dans tous ses droits. Théophile Yarou, tous ceux qui le soutiennent, ils sont dans tous leurs droits de ne pas être d'accord avec le processus. Mais ce ne sont que leurs opinions. Peut-être que si vous approchez des autres membres du parti, peut-être qu'ils vous sortiront aussi des arguments qui militent dans leur faveur. Donc je pense quand même qu'avec le temps, les choses vont entrer dans l'ordre et chacun va essayer d'aplanir les divergences, d'arrondir les angles pour qu'ils aillent sereinement aux élections. Ou bien, dans le cas contraire, on va retrouver un Théophile Yarou démissionnaire qui va peut-être rejoindre le camp des démocrates parce que beaucoup reprochaient aux démocrates dès la création du parti de débaucher des membres. Croyez-vous une telle démission pourrait arranger les LCBE à l'heure actuelle? Les LCBE ont montré qu'avec ou sans Yahi, c'est quand même un parti d'opposition viable. Hein, parce que Boni Yaya a démissionné, mais ça ne les a pas empêchés d'aller aux élections et de gagner quand même cette mairie, même si ça s'est réglé à 6 maintenant. Donc c'est quand même un parti qui a survécu au choc les plus durs. Donc je pense que Théophile Yarou n'est pas un élément qui va en griffe. C'est pas signer l'arrêt de mort des LCBE. Toutefois, il a fait constituer un poids au sein du parti. Oui, il a, mais je ne pense pas. Vous ne me dites quand même pas que son poids, qu'il a plus de poids que certains Boni Yaya qui est parti. Non, il n'a pas. Je ne crois pas. Donc, même s'ils partaient, les LCBE suivront. Les LCBE suivront. Ce n'est pas la première crise à laquelle ils sont confrontés. Ils ont déjà passé la première crise, la toute première crise avec la démission, le départ du président Boni Yaya et des caciques comme Eugène Assatassou. Donc voilà quoi. Je pense qu'ils suivront et que le parti va demeurer. Maintenant, quant à une victoire aux prochaines élections présidentielles, c'est une autre question. C'est une autre question, et cette question, on se la pose également du côté des démocrates, où jusqu'à ce jour, aucune candidature officielle n'a été encore annoncée. Le professeur Joël Aïvo aussi, qui a fait part de sa participation, et on ne sent pas encore vraiment s'il participera aux élections parce que Joël Aïvo et les démocrates qui ne veulent pas demander du parrainage auprès des élus dont ils ne reconnaissent pas la légitimité. Avec tout ça, on a l'impression que ceux-ci ne veulent pas participer à la présidentielle. Non, la première, il ne faudrait pas voir les choses dans ce sens parce qu'après, nous n'oublions pas que ce sont des partis d'opposition. Un parti d'opposition ne va quand même pas demander le parrainage à des élus, qu'ils soient députés ou maires. Ça s'impose à l'heure actuelle s'ils veulent participer aux élections. Oui, ça s'impose à l'heure actuelle s'ils veulent participer aux élections. Mais moi, je ne veux pas le principe en réalité. Le principe, ce n'est pas au parti d'opposition d'aller voir les militants ou bien les maires et les députés d'un parti du pouvoir pour leur dire voici mon projet de souveraineté, soutenez-moi.
c'est comme une façon un peu de quémander au fait des parrainages, je crois. Donc c'est ce que je l'arrive en train de décider. Je pense quand même qu'il est dans ses droits, que même les SCBE sont dans leurs droits. Mais je dis les SCBE, les démocrates sont dans leurs droits. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, ils peuvent faire sans ces deux parties de la mouvance-là? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'ils peuvent faire sans ces deux parties de la mouvance? Parce que je ne parle pas des SCBE qui jamais ne leur donneront les maîtres si mecs qu'ils ont, ce qui n'est pas évident. Mais est-ce que ces partis-là sont prêts, les partis de l'opposition sont montrés clairement qu'ils ne sont pas prêts à aller voir les gens de la mouvance pour réclamer ne serait-ce que des parrainages? Donc, clairement, il faut dire qu'on avance vers un boycott du côté. Il demande qu'on saute le verrou du parrainage, mais quelque chose qui n'est plus possible à l'heure actuelle puisque le processus électoral est enclenché déjà. Voilà. Et ce n'est pas évident, sauf cataclysme. Je pense que le verrou du parrainage ne sera pas sauté. Et si tant est qu'il persiste à penser qu'on ne peut pas, comme le dirait un certain Joël Aïwa, de leur demander au mouvement s'ils peuvent aller aux élections sans eux, je pense qu'il sera étonné de se voir la touche. Si tant est qu'il ne se rapprochait pas pour négocier les parrainages, je pense qu'il sera étonné. Et de son côté, on va peut-être rejeter sa candidature parce qu'il n'ira pas à la déposer avec la caution des parrains. Ce qui est sûr, on va rejeter sa candidature. Et du côté des démocrates, on assistera simplement à un boycott parce qu'ils ont cité un certain nombre de choses qu'on doit respecter, qui sont les préalables qu'on doit respecter. Et ce sont des préalables sur lesquels je ne pense pas que le régime actuel ou bien l'Assemblée nationale actuelle reviendront. Parce que la Cour constitutionnelle s'est déjà déclarée incompétente sur plusieurs dossiers, surtout concernant le parrainage. Voilà. Donc, c'est aux législateurs de légiférer. Dans la République, chacun a son rôle à jouer. L'Assemblée nationale et les députés légifèrent et la Cour constitutionnelle contrôle la régularité des tests qu'ils ont votés. Donc, en clair, nous risquons de faire face à deux personnes sur le bulletin présidentiel. Oui, on risque fort d'avoir un certain Alassane Djemba avec un certain Paul Moukbé face au ticket présidentiel de l'autre côté, c'est-à-dire constitué de Patrice Talon et de Mariama Tarata. Donc je pense quand même qu'à ce niveau, on aurait déjà eu une élection équilibrée, transparente, qui sera inclusive, parce qu'on aura de l'autre côté le parti SCBE qui est de l'opposition et de l'autre le parti le candidat des deux partis de la mouvance, l'Union progressiste et le Bloc républicain. Alors, l'autre sujet qui a fait l'actualité cette semaine, c'est la visite du président Patrice Talon qui a rendu une visite surprise aux membres de l'UDBN qui étaient en congrès. Qu'est-ce qui peut justifier ce déplacement du président? Je pense que Patrice Talon a été invité. Ne l'oublions pas, il n'est pas allé sans être invité, il a été invité. Mais sa visite a surpris. Oui, sa visite a surpris parce que la présidente, en la personne de Claudine Poulet-Sion, ne s'y attendait pas du tout. Donc c'est vraiment un honneur que le président a fait à ce parti politique. C'est un honneur que le président Patrice Talon a fait à la Chambre féminine. C'est une façon de promouvoir les initiatives féminines parce qu'après tout, ce parti a été créé. C'est le seul parti d'ailleurs du Bénin qui est présidé par une femme. Donc c'est d'abord pour rendre hommage à la Chambre féminine et ensuite pour remercier ce parti-là pour sa constance. Parce que ce parti, malgré les déboires qu'ils ont connus lors des dernières élections législatives, parce qu'ils n'y ont pas participé, ils ont été frappés par les réformes, ils ont continué par soutenir le chef d'État, un peu comme à l'image à l'instar des PLD. Donc je pense quand même que c'est une façon pour Patrice Talon de les remercier pour leur engagement, leur loyauté. D'accord, merci chers confrères d'avoir passé ces précieuses minutes avec nous. Nous espérons être avec vous la semaine prochaine. Chers amis, et ce sera tout pour aujourd'hui. Prenez également le rendez-vous avec nous pour le prochain numéro. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Merci et portez-vous bien.